Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkoff avec Stéphane Scoven pour son livre « Petit manuel de libération et d'indépendance de la France » aux éditions Perspectives Livres. Bonjour Stéphane Scoven. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Stéphane Scoven, c'est intéressant parce que vous avez écrit un livre, je dois dire sulfureux, je dois dire à rebousse-poil, et je dois dire que quand même vous y allez fort. Vous appelez ça... D'abord, il est très bien fait, je dois vous dire. Vraiment, je le recommande parce qu'il est très bien fait. Il est bourré d'informations, bourré de citations, bourré de documents et de chiffres, bien sûr. Ça s'appelle le Petit manuel de libération et d'indépendance de la France. Et ça parle des années 30 à aujourd'hui. Ce n'est pas un manuel sur les 6 derniers mois. C'est paru aux éditions Perspectives Libres. Et c'est un livre, quand même, où vous dites indépendance et libération de la France. Mais enfin... Écoutez, depuis Giscard d'Estaing nous a expliqué, la France est 1,5% de la population mondiale, c'est une puissance petite moyenne, certes 7e économie du monde, certes Conseil de sécurité, certes puissance nucléaire, mais enfin, d'un coup, vous nous reparlez d'indépendance et de libération de la France, mais est-ce que ce ne sont pas des mots, je ne dirais pas réactionnaires, mais dépassés? Excessif. Non, mais je pense que pour beaucoup de gens, ce sont des processus qui prennent un peu de temps quand on regarde les choses. Ce n'est pas venu d'un seul coup. Au fur et à mesure des années, on repère des choses et puis on les croise, on fait des passerelles. Et ça finit par devenir une évidence pour moi. Pas forcément pour tout le monde, mais ce sont des chemins pour chacun. Quand on regarde la situation... Un paysage un peu général, parce que quand on parle d'occupation et de libération, c'est donc qu'on est occupé. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Alors, moi, je pense qu'on peut le faire, encore une fois, de manière très simple. Les quatre pouvoirs régaliens, classiques. C'est-à-dire voter les lois, la justice, décider de la paix ou de la guerre... j'en ai oublié un, ça y est, battre monnaie. Bon, ces quatre-là, vous les avez pas. Factuellement, vous ne les avez pas, puisqu'ils sont transférés. Alors certes... on ne les a plus, vous voulez les quatre. Les quatre, vous ne les avez plus. Alors, on pourra toujours tergiverser sur décider de la paix ou de la guerre. Mais regardez, est-ce qu'il y a eu un vote par rapport à... Vous voyez toutes les questions par rapport à l'Ukraine. Certes, on est Russie, etc. Voilà. Bon, sur ces questions-là, c'est quand même ambigu. Alors, il y a un tas de questions sur est-on belligérant ou pas. Bon, je passe sur ça. Mais ces quatre aspects-là, on est clair qu'à partir du moment où on a réintégré l'OTAN, à partir de ce moment-là, on perd largement la capacité d'autonomie. Donc, on a ces quatre-là. Vous y rajoutez la question du budget qui est supervisée. C'est pour ça qu'on a chaque année des lignes directrices et qu'on fait le fameux plan national de réforme avec des colonnes et on dit là, ça je dois faire, ça je suis en train de faire, ça c'est fait. Voilà, on peut le trouver chaque année, donc ça c'est pareil. Si vous regardez de la même manière l'appareil productif, il est, je prends ce qu'il y a à la défense, le 440, vous en avez la moitié qui sont possédés par l'étranger. La moitié. Vous voulez dire les investissements? Oui, ils sont possédés par l'étranger. Et si vous regardez les PME, c'est kiff-kiff. Vous avez une situation qui est de l'appareil productif, il est littéralement trusté. Donc, vous avez quand même beaucoup d'éléments qui posent un énorme problème. C'est-à-dire que, évidemment, et du coup, ça a des conséquences sur la démocratie, sur la capacité à agir. Et le sentiment que la plupart des gens ont, c'est d'être dépossédés. Mais ils ont raison. Ils n'ont plus de moyens d'action, ils ont l'impression qu'ils sont impuissants devant ce qui se passe. Non, c'est ça, voilà. Ils n'ont plus de... Et c'est pour ça que le parallèle avec les années 30 peut être intéressant. C'est presque plus un parallèle avec les années d'occupation. C'est-à-dire, il y a des nuances, on n'est pas sur les mêmes choses. On va en parler. Mais voilà, vous avez vraiment un processus qui a été mis en place qui fait que, globalement, les grands outils qu'on pouvait avoir, on ne les a plus. Alors on va en parler justement, ces passions, on va rentrer là-dedans, on va rentrer dans le vif du sujet, les années 30, l'occupation et la marge de manœuvre, parce qu'elle est là le problème. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio, restez bien avec nous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Stéphane Scoven sur son livre « Petit manuel de libération et d'indépendance de la France ». À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Petit manuel de libération et d'indépendance de la France. Un livre vraiment à lire, d'abord à lire, à regarder, bourré de, je le disais, de dessins très drôles, de citations. Et surtout, alors Stéphane Scoven, vous avez écrit ce livre en compagnie de votre fils, 11 ans, oui. je veux dire. Et je veux dire, c'est très fort ce qu'il vous a donné, on en parlait hors antenne, comme conseil, etc. Mais je voudrais revenir vraiment au fond. Et vous dites à la fin, en conclusion et principe utile, mais la phrase que vous dites dans Constat du pire, contrairement à l'idée admise spontanément, la situation économique est pire que dans les années 30 et les possédants plus extrémistes encore. Enfin, les années 30, c'est la Grande Dépression, c'est le monde entier bouleversé. Vous y allez fort, là. Vous dites c'est pire. Oui, c'est pire parce que... alors, évidemment, il faut faire une comparaison. On a un contexte très particulier dans les années 30 qui est une montée à la guerre. Je ferai quand même un parallèle que la situation sur le plan international, puisque c'est une crise globale. Moi, j'ai pris que l'aspect économique, mais c'est une crise globale dans laquelle la guerre s'invite et devient l'élément essentiel. Mais si on en revient sur la question économique, si on regarde l'appareil productif et l'appareil productif de l'époque, il est bien plus tenu par l'étranger et par des milieux financiers sur lesquels on n'a aucune prise, parfois équivalent en puissance à l'État, aujourd'hui, qu'à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'appareil productif? Soyons précis. Alors, c'est les trois secteurs. Vous avez le secteur des services, de l'agriculture, la pêche et puis l'industrie, mais vous regardez, les entreprises sont possédées de manière massive par des capitaux étrangers. Ou des gens qui, en France, de toute façon, n'ont pas de lien avec le pays, où ils ont une puissance telle qu'ils sont dangereux. Par la puissance qu'ils ont financière, ils sont dangereux. Et un État, quand même, il a pour souci d'avoir la capacité d'agir. Si en face de lui, il a des gens sur lesquels il n'a aucune prise, parce que ses capitaux sont étrangers. Et s'ils ont une puissance telle que de toute façon il ne peut pas les attraper parce qu'il est finalement en situation d'inégalité. Quand vous avez des entreprises massives qui investissent en France, je prends un exemple bête, mais entreprises comme Amazon qui cherchent à s'implanter dans différents endroits, c'est le cas par exemple vers Rouen. Bon, on a une situation où c'est très compliqué. L'État n'a pas la puissance de feu. C'est vrai, mais alors... Il s'est dépossédé lui-même de ses outils. Alors, je vais pas me faire l'avocat d'Amazon, mais vous dites, mais écoutez, beaucoup de gens, quand il y a eu le confinement, pour ne parler que de cela, ils étaient très contents d'avoir Amazon qui leur fournissait, au moins, les services étaient remplis. Alors, vous dites, oui, c'est pas bien, mais en même temps, les gens voient les résultats et se disent, attendez, heureusement qu'Amazon est là pour nous fournir comme il faut. Alors oui, parce que là, on est sur des... si on prend élément par élément, on va se dire, bah oui, cet outil-là, il est sous la main. Bon, il n'empêche que le système Amazon, en termes de destruction pour les travailleurs, il est très clair que ce sont des mauvaises conditions. Ils souffrent quand même particulièrement. Et on est sur... si je prends par exemple la situation pour les libraires, voilà, ils sont quand même très fortement impactés par tout ça. Et Amazon touche un peu tout. Donc, je parle même pas de l'échapper au niveau des impôts, qui est massive. Oui, il y a aussi ça, bien sûr. Il y a ça. Donc, c'est vrai pour les GAFAM, c'est vrai pour tout ça. Oui. Alors, pour en revenir quand même sur la question de la gravité, c'est-à-dire que ce qui est trompeur dans la situation actuelle, c'est que la population actuellement, elle a, et c'est l'héritage justement du CNR, du Conseil national de la résistance. Du Conseil national de la résistance. Une protection sociale et autres, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, elle est. Je vous en prie. En fait, elle est assez puissante encore, même si elle est progressivement détruite. Elle est encore assez puissante pour permettre de donner une assise à la population. Et donc, on leur a retiré. On prend le cas. Aujourd'hui, on nous parle du plan de ruralité. Mais vers chez moi, il n'y a plus d'usines. Et ils ont disparu. On prend le travail de Christophe Guilly, géographe qui est vraiment pointu là-dessus. Voilà, la France périphérique. Il l'a montré, expliqué en détail. Les plans en fait de licenciement ont concerné essentiellement toutes les zones périphériques dans lesquelles moi j'habite. Donc il n'y a plus rien. Vraiment, il reste pas grand-chose. Quelques ventes. Côté, moi, je suis côté Atlantique en Normandie. D'accord. Donc dans ces zones-là, il n'y a plus d'usines, enfin ou les disparitions. Les usines, il y avait une usine de Monte pas loin, il y a des usines au niveau laitier, etc. Mais tout ça a disparu, quoi. On voit, ça a été alors du coup, on voit ce qui se passe à la place. Vous avez des magasins qui vendent des vêtements, des chaussures, etc. Mais c'est des chaînes en plus. Donc en plus se surajoute le fait que vous pompez en centre-ville pour transférer dans des zones
en périphérie d'un gros bourg, des chaînes. Donc, vous voyez, c'est une situation où, en fait, on se retrouve en gros avec un appareil qui est dans mon coin et dans une bonne partie de la France. On a quoi? On a des points de vente. Je vais être un peu à la hache, hein, mais on a des points de vente et on a du tourisme. Mais c'est pas un appareil productif, ça. On regarde les emplois. Ils ont été divisés par 2 en 40 ans au niveau de l'agricole, divisés par 2 au niveau de l'industrie. Même chose dans la même période. Bon, ils sont où, ces gens-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on offre un paysage de désert en termes d'emploi et d'occupation en termes d'appareils productifs, des usines, des entreprises, C'est ça. voilà. Donc à partir de là, On a tout misé sur le tertiaire, quoi. on avait, oui, alors ça c'était, je me rappelle, c'était à l'époque, c'était Madeleine dans les années 80 qui nous racontait ses âneries et qui nous disait, voilà, c'est pas le seul, hein, Ouais. qui nous disait, voilà, on va transférer l'essentiel dans le tertiaire. Et on entend encore des gens nous dire, c'est merveilleux, on va avoir des dizaines et des dizaines de millions de touristes. Enfin, un pays qui fonctionne sur le tourisme, essentiellement, il se retrouve en grand danger. Alors, quel est le pourcentage? On est à combien de pourcentage? 20? On se met dans les... On devient Venise, quoi. Enfin, on devient... c'est-à-dire que vous êtes comme des pays... Progressivement, si vous détruisez votre appareil productif, vous vous retrouvez comme dans le Covid, vous n'avez plus de matos pour produire, vous vous retrouvez avec une situation où vous dépendez parfois de vos exportations, du tourisme. C'est-à-dire qu'en fait, votre appareil n'est pas construit pour être d'abord au service de la population et fait par des gens locaux, mais il est fait un peu pour l'exportation, pour le tourisme. En fait, il est fait pour se mettre en situation de dépendance. Et donc, on en revient encore une fois au fait que, exactement comme pour ce que je vous disais au début, l'appareil lui-même, il est construit pour qu'on soit en situation d'interpénétration avec le marché mondial et finalement en danger. Oui, vous voulez dire, et donc dépendance, et donc perte d'autonomie complète. C'est ça. C'est intéressant, vous n'avez pas du tout parlé, pour le moment, de l'Union européenne. C'est un des éléments en fait de cet ensemble. Là, je regardais avant de venir, j'ai regardé toutes les questions de l'autonomie alimentaire. Donc, et on voit bien que en termes, par exemple, d'exportation, on est de plus en plus dépendant de nos exportations. Donc, c'est comme tout, quand on dépend des gens qui achètent, et il faut mieux qu'ils continuent à acheter. Le petit problème, c'est que c'est pour beaucoup des pays tiers. Hors Union européenne. En revanche, les importations, c'est, si je prends le cas de l'agriculture, c'est des pays Union européenne et en particulier qui est l'Espagne, pour les fruits et légumes, où là on est très déficitaire, on est complètement en déséquilibre, où là il y a un grand problème. C'est l'Espagne qui exporte massivement vers ça. Donc si on voulait avoir un appareil productif qui soit correct, on écouterait les arboriculteurs et les autres qui vous disent depuis très longtemps qu'ils ont été détruits. Moi, dans ma famille, c'était des pêcheurs, c'est pareil, la pêche a été détruite de la même manière. Donc cet appareil, il a été méticuleusement détruit. Et donc dans le cas de l'agriculture, depuis une quarantaine d'années, 50 d'années, oui. Oui, c'est ça. Pour la pêche, moi je me rappelle, ça remonte aux années, 80. 80, ouais, c'est ça. Et puis pour l'agriculture, on voit bien. Donc l'appareil productif au niveau agricole, pour le récupérer, il va bien falloir se colter avec la question de l'Espagne. Ouais. Puisque c'est quand même eux qui importent le gros. Et en plus, c'est un problème qui est lié à l'écologie. Donc en plantant ce problème-là bien, on va aborder 2 questions. L'écologie et la dépendance du pays. Ce qui est cohérent d'ailleurs. Alors, on va en parler tout de suite après cette petite pause. L'écologie, l'indépendance du pays. On va voir si c'est lié. À tout de suite. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Stéphane Scoven pour son livre Petit manuel de libération et d'indépendance de la France. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas si les carottes sont cuites pour notre cher et doux pays, mais en tout cas, Stéphane Scoven, il fait un sacré parallèle entre les années 30 et aujourd'hui dans son petit manuel de libération et d'indépendance de la France à l'égard de tous les citoyens, effectivement. Mais alors, vous venez de dire hors antenne, c'est intéressant, vous avez comparé les propos, ou en tout cas Paul Reynaud, je rappelle ministre en 39, président du Conseil, pas très longtemps, mais quand même en 1940, et Emmanuel Macron, actuel président de la République.
Quel parallèle vous faites là? Alors, en fait, je regardais ce qu'il avait sorti récemment, en avril, donc à La Haye. Macron. Et Oui. puis là, il vient encore d'en sortir une. Là, il nous fait des sorties. Il va la faire au Bourget, à Paris, et là, c'était en Ardèche. Et c'était quoi? Alors, c'était sur les médicaments. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le contenu, parce que j'ai pris quelques notes, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous disait à La Haye, par exemple, en avril, il parlait là de l'Union européenne. Et là, hier, c'était plutôt la France. Oui. Sur l'Union européenne, il nous dit qu'il veut une meilleure position pour le continent, et il nous rajoute qu'il faut une meilleure circulation des capitaux. Mais on ne peut pas avoir une indépendance quand on a une meilleure circulation des capitaux. De la même manière, il veut mieux affecter l'épargne. Mais justement, le problème qu'on a, nous, c'est que le Trésor ne sert plus à affecter l'épargne. Donc s'il voulait vraiment affecter correctement l'épargne, il commencerait par reprendre le Trésor correctement. Là, je parle de la France, hein, mais d'un point de vue général, on a ça. Donc là, il raisonne comme ça. Parce que le Trésor, aujourd'hui, ne s'occupe plus de cela? Non, beaucoup moins. C'était le principal collecteur de l'argent, public, Oui. de l'argent pour le redistribuer et l'investissement. Or, on sait, et c'est le cas dans les années 30 déjà, comme maintenant, qu'en fait, comme disait De Gaulle, c'est sans État, ça merdoit. C'est-à-dire, pour nous, Français, en fait, ils n'investissent que très peu. Ils n'investissent pas beaucoup au niveau. Et c'était le cas dans les années 30. Je le cite à un moment donné. Hein. On voit bien, il y a une enquête en 37 et ils n'investissent pas. Ils n'investissent pas. Les Français? Non, L'État. non, ceux qui ont de l'argent, les possédants n'investissent pas. Les possédants n'investissent pas. Et là, actuellement, non plus. Oui. Et alors là, il vient de nous faire une autre sur les médicaments. Il veut les récupérer et il nous dit, il ne limite son idée de souveraineté qu'à certains produits et non pas le pays. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il raconte des blagues, en fait, et qu'il est incohérent. Et quand on compare avec les années 30, c'est là que c'est intéressant aussi. Bon, ça, c'est ce petit point-là que je vais dire n'est pas dans le bouquin, mais on voit bien qu'on peut le faire. Paul Reynaud, il est à un moment donné, il revient, et lui, c'est vraiment un libéral. Il a comme modèle vraiment le modèle anglo-saxon, et il est vraiment pour et comme tous d'ailleurs à l'époque, hein, tous pour le libre-échange, y compris Léon Blum, qui fait des déclarations disant que nul n'a été plus loin dans la liberté. Même au moment du Front Populaire? Oui, il fait des déclarations claires pour le dire. C'est en même temps le même homme qui va quand même produire le premier plan, disons, qu'on pourrait appeler keynésien, en tout cas de planification, de plan. C'est-à-dire qu'il va vraiment en 38. Donc on peut pas non plus taper complètement sur Blum, mais il est comme tous les autres, il a été forgé mentalement sur un modèle de liberté des échanges. Et donc tout ce qui est protectionnisme, ça le fait hurler. Hein. Il fait des sorties sur ça, il dit c'est une horreur. Il n'en veut pas. Voilà. Et donc là, quelqu'un comme Paul Reynaud, c'est le plus poussé dans cette logique-là. Et donc il revient notamment au poste des finances en 38, brisant la grève, et il veut absolument ramener en arrière, parce qu'il trouve que là vraiment on a été un peu trop protectionniste, on a trop fermé, et donc il veut rouvrir à fond. Et il se retrouve à un moment donné président du Conseil en mars 40. Et dans toute cette période-là, au fur et à mesure, il va reculer. Alors au départ, il reprend les rênes, l'argent revient à flot, l'argent qui était parti évasion fiscale, et donc il revient à fond. Mais très rapidement, il est pris dans un contexte où ce qu'il veut, c'est le contraire de ce que la réalité lui impose. Et donc il va en arriver à remettre le contrôle d'échange. Ce qui est vraiment le contraire exact. Alors il prétend l'inverse, mais que tout a été préparé, mais en vérité il est pris à la gorge. Et là, Macron, il se retrouve dans une situation où le contexte international, la situation générale, fait que petit à petit, il voit bien que la population ça tangue très fort, parce que la majorité, et là je reviens à Guilly, qui exprime très bien Guilly, la majorité est pour cette logique de souveraineté. Donc il est pris à un contrario. Et s'il veut rester en place, il doit donner, et c'est ce qu'il fait, il fait de la communication. Dégage, il fait de la communication. Donc il vous parle de ceci, cela, mais il laisse la baignoire à des trous géants, il ne bouge pas la baignoire, mais il va vous dire, je fais 2-3 trucs. Il le dit, pour la souveraineté européenne. Hein, mais il n'y a pas de souveraineté européenne à partir du moment où les traités qui ont été signés par nous expliquent bien clairement que de toute façon, c'est liberté des flux de marchandises, de personnes, de capitaux. Donc, de toute façon, par essence, la construction, elle est faite sur ça. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souveraineté. Alors, il contourne avec des normes. Mais concrètement, vous êtes dans des logiques, de toute façon, sous impulsion des lobbies et de libre-échange. Oui, mais alors justement, Stéphane Scoven, est-ce qu'on peut revenir quand même protectionnisme, mais aujourd'hui, en 21e siècle, en 2023, on peut revenir au protectionnisme absolu? Qu'est-ce que c'est pas une utopie qui peut d'ailleurs être extrêmement dangereuse aussi?
Alors, historiquement, c'est On parle de la France, libre-échange, là, hein. ouais. Mais même au niveau monde, hein. Ouais. C'est une parenthèse dans l'histoire. Toute petite, mais minuscule, le libre-échange. Minuscule. Elle apparaît avec les Anglais, vraiment, hein, on est au 19... Mais est-ce que c'est pas irréversible, pardon, aujourd'hui? Non, c'est pas irréversible. De toute façon, c'est pas irréversible. Et factuellement, quand vous regardez la situation, l'autre jour, j'écoutais Montebourg, vous avez dû l'entendre aussi, qui nous disait, il faisait référence à son bouquin sur la démondialisation. Bon, on est dans un processus de, comment dire, où l'hégémone, celui qui était au-dessus, les États-Unis, se casse la figure. On est d'accord. Et donc, vous avez... le monde multipolaire, etc. Ouais, etc. voilà. Nous sommes d'accord. Mais enfin, et donc, du coup, c'est pas vous le avez... protectionnisme, ça. Non, c'est pas le protectionnisme. Mais vous avez du coup une économie qui se fractionne. Ça ne veut pas dire que les Chinois ne sont pas sur une logique de libre-échange. D'ailleurs, la dernière fois, au Grand Sommet, ils étaient plutôt sur ça. Mais ça veut dire que vous allez avoir un système qui se déconstruit. Et quand vous regardez les puissances qui montent, qui sont l'Inde, la Chine, là ils sont appuyés par l'Afrique du Sud, le Brésil. Quels sont les BRICS, les BRICS, qui sont d'ailleurs rejoints progressivement par l'Arabie Saoudite et d'autres. Bon, ces gens-là, ils sont, alors je prends le cas de la Chine, c'est évident, mais les autres aussi, ils sont pas sur des logiques identiques que nous, pas du tout. Donc on a affaire à des gens qui ont un appareil d'État puissant, acteurs, alors que nous, c'est pas le cas. Nous, il sert de comment dire. Nous, l'État sert de, ouais, on va même dire d'aspirateur Afrique. Je suis un peu brutal en disant ça. Mais en vérité, l'État devient un moyen, c'est ce qu'expliquait très bien Denis Robert dans son bouquin, avec des milliardaires. Donc c'est ça, c'est un aspirateur à argent. Alors certes, l'État est toujours un peu il contribue à l'argent des puissants. Bon, mais là, on n'est plus dans les mêmes eaux. Et donc là, on est face à des États qui, eux, ont des logiques puissantes, qui contrôlent les entrées et les sorties, clairement, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas du tout. Face à l'Inde, ils contrôlent très clairement. L'Inde contrôle beaucoup plus que nous. Ils ont une logique d'État. Vous avez un État qui est plus interventionniste que nous. Vous avez en Chine, c'est pareil. Alors en Chine, c'est très clair. En Russie, c'est la même chose. Donc c'est une réalité du monde. Je ne dis pas que c'est bien. Alors là, sans faire de jugement, on prend le monde tel qu'il est. Ouais, le monde qui monte, ce n'est pas un monde dans lequel les puissants sont des entreprises, mais c'est un monde dans lequel les États sont puissants. Donc un monde plus souverainiste, on pourrait dire. Clairement, oui. Oui, c'est qu'à l'Indonésie aussi. Qui est une puissance de 200 millions d'habitants, qu'on oublie tout le temps, c'est pareil. Donc ce sont des puissances dans lesquelles l'État n'est pas absent, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites au fond que nous, enfin, la France, mais l'Europe en général, on voit ce qui se passe en Allemagne, a complètement ou partiellement, mais assez fortement abdiqué cette volonté de souveraineté et d'indépendance. C'est un grand renoncement, comme disait De Gaulle, c'est un grand renoncement. Donc on est face à des gens qui ont décidé de transférer. Alors on peut les voir différemment, hein, soumis, corrompus, pour ceux qui ont une vision plus dure, aveugles. Mais peu importe, parce que chez chaque individu, on va avoir un degré. Le résultat sera le même. L'État n'est plus qu'une courroie de transmission, clairement. Et on a même un État qui est irresponsable. Vous parlez tout à l'heure de Chiappa, mais c'est quoi ? C'est une irresponsabilité qu'on a là, clairement, une situation d'irresponsabilité. Voilà, elle est là, je sais pas. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait ? On ne sait pas. Bon, on en revient à ces situations d'irresponsabilité. Et elle est générale. Parce que dans la société, nous, au quotidien, c'est ce qu'on vit aussi. À tous les étages. On a des gens qui transfèrent la responsabilité à ceux du dessous. Et ils sont irresponsables. Et là, on a un État qui est irresponsable. Plus, etc. C'est ça. Et nous, en bas, quand on est en bas, on voit ça. On le voit. Ce discours-là, il est là. C'est-à-dire qu'on nous transmet les logiques de responsabilité à nous en dessous. Voilà. Société à irresponsabilité illimitée, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'est une bonne. On va en parler peut-être avec nos auditeurs, Lucien. Oui, qui sont nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Et on accueille Charles de Tarbes. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Charles. Oui, je suis assez étonné en fait de l'analyse de votre invité aujourd'hui. Oui. En fait, grosso modo, il est en train de nous expliquer que ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est-à-dire plus de règles, plus de normes, plus de restrictions, plus d'État,
eh bien, ça n'a pas fonctionné. Il faudrait un peu plus d'État, en fait, encore aujourd'hui. Donc, on a creusé le trou, on a fait plus d'État, mais si ça marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'État, il n'y a pas eu assez de règles, en fait. Ah oui, oui, bonne question en tout cas, Charles. C'est ça. C'est vrai que l'État n'a jamais été aussi interventionniste et partout. Mais vous dites, justement, c'est un paradoxe que vous allez expliquer peut-être. Oui, parce qu'en fait, moi, ça me fait penser. Alors, on va pas dire Union soviétique, mais il y a un côté comme ça. Puis, en fait, moi, dans mon boulot, par exemple, monsieur, moi, je suis dans les collectivités territoriales. Donc, je suis l'impression qu'on a, mais il est partout. C'est une inflation normative dingue. Il y a des normes partout. Les paperasses, les bureaucraties. Etc. Donc, il dit voilà, il y a paperasse, bureaucratie. C'est horrible. Et vous dites, il faudrait encore plus. Mais parce qu'en fait, c'est un peu comme la question des fonctionnaires. Mais regardons l'État, qu'est-ce que c'est maintenant? En fait, c'est une inflation de papier et de normes qui nous flinguent d'ailleurs dans les mairies, qui flinguent nos budgets. Donc, alors on se dit, il y a plus d'État. Oui, mais concrètement, non, il n'y a pas plus d'État. En fait, il est absent. Moi, par exemple, les services publics, ils disparaissent. Mes contacts au téléphone, ils sont là. Ils étaient, par exemple, sous-préfecture, ils étaient 100. Ils sont 20. C'est dément. Mais qu'est-ce qu'ils foutent Vous voyez, c'est-à-dire que. Et par contre, on a. Oui, allez-y, monsieur. Charles, allez-y, Charles. Excusez-moi, l'État n'est pas présent. Moi, je suis agriculteur. Je me suis installé à une époque où j'avais affaire à la DDA. On a simplifié, on a centralisé un truc extraordinaire. On a groupé en fait la DDA, la DDE. C'est devenu la DDT. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on a la DDA, la DDE, la DDT groupée, et en plus la police de l'eau, et en plus la police de l'environnement. Je trouve que du fonctionnaire et de l'État, j'en subis, mais de plus en plus quand même. Mais en fait, c'est pas faux ce que vous dites. C'est-à-dire ce que j'exprime. C'est pour ça que je vous parlais de mon boulot aussi, parce que bon, moi j'étais en fait, je travaillais avec j'étais pas agriculteur, mais je travaille dans le milieu rural, vraiment rural profond. On est 120 habitants. Mon maire est un agriculteur. Voilà, donc c'est pas des choses que je connais pas. Puis j'étais en essai agricole avant. Oui, je suis pas complètement largué avec ça. Mais oui. Donc voilà, je vous comprends. En fait, j'entends le truc. Attendez, quand il vous dit ça, il y a des faits. Mais là, au-delà de vos expériences respectives, effectivement, l'impression qu'ils ont les Français, et ça c'est très répandu. Et vous leur dites non, mais il y a eu effectivement le libre échange, etc. Il faut vous dire plus d'État. Mais le vrai problème, c'est quel État? C'est ça. Quand vous n'avez plus d'État, vous avez de la bureaucratie. Ah oui, vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est pas l'État, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire que vous avez un système qui est complètement noyé dans la démocratie. Mais l'action réelle de l'État, elle devient insupportable pour les gens parce que tout ce qu'ils envoient, c'est des complications administratives démentes. Où on est obligé d'aller sur Internet, on se tape des papiers partout. Comment on corrige ça? En fait, on fait l'inverse. On fait le sens inverse. Je vous prends un exemple. On a par exemple une inflation de collectivités. On a des mairies, des communautés de communes. Mais ça fait un paquet de gens en plus là-dedans. Mais tous ces gens-là, ils n'existaient pas il y a quelques années. Mais pourquoi a-t-on besoin des communautés de communes? Parce que vous avez un projet derrière qui consiste à faire dézinguer les communes pour mettre à la place des Comcom. Mais les Comcom, elles sont loin des gens. Les Comcom. Les communautés de communes. Elles sont très loin des gens, on les connaissent même pas. C'est complètement irresponsable. On ne sait pas qui c'est. C'est comme les autorités régionales de santé. C'est ça. Pour la santé, les administrateurs. Et vous avez ce mécanisme-là, en fait, c'est-à-dire que l'État n'est pas aux bons endroits. Si vous voulez que je vous résume le truc, monsieur, c'est l'État n'est pas aux bons endroits. C'est-à-dire que là où vous devrez vous protéger, il devrait être là, il est absent. Et là où il ne devrait pas être là, il est carrément en inflation totale en termes de normes. Vous voyez? Donc, je ne vous donne pas tort, je vous donne raison sur ces questions-là. Mais simplement, faut regarder ailleurs. C'est là où il devrait être là, c'est-à-dire en termes de contrôle, par exemple, des importations, des frontières, des quotas. Là, il devrait être là pour réguler les choses. Or, il n'est plus là. Alors qu'il est là pour vous embêter sur des choses absurdes. Ça, c'est tout à fait vrai. Là, je vous rejoins absolument. Vous comprenez? Je pense que vous voyez le truc. Je pense qu'en fait, on n'est pas en désaccord, à mon avis. Je crois pas. Alors, merci. Oui, Charles. Sur l'agriculture, si je peux vous donner une autre anecdote, c'est qu'en fait, on a ultra réglementé l'agriculture française notamment, puisqu'on est toujours très en pointe au niveau européen. Mais par contre, nos importations sont totalement libres. Alors là, par contre, il y a zéro contrôle sur les importations. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, parce que exact. Mais on élargit. Je donne cet exemple dans le bouquin, le port de Rotterdam. Mais tout passe par Rotterdam. Vous avez 5% de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de contrôle.
C'est le port le plus important de le plus important de l'Union européenne. Donc, ce que vous voyez à Rotterdam, c'est partout ce que dit le monsieur sur les importations, c'est vrai. Eux, ils sont flingués sans arrêt pour des choses, en tant qu'agriculteurs. Moi, il n'y a pas encore 2 ans, j'en ai vu 2 se suicider pas loin de chez moi, hein. Hier dans mon village, et puis l'autre pas très loin, à 1 kilomètre. Donc voilà, c'est des gens qui souffrent horriblement, quoi. Alors, encore une fois, il y a des niveaux très différents, hein. Les gens de la Beauce, les gros céréaliers, où là, ça va très bien, et les arboriculteurs, les producteurs laitiers, etc., c'est pas du tout la même chose. Voilà. On va en reparler après cette petite pause. On se retrouve tout de suite et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Stéphane Scoven pour son livre Petit manuel de libération et d'indépendance de la France. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour intervenir. On accueille tout de suite Julien de Créteil. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Oui, bonjour Julien. Bonjour. Bonjour André, bonjour à votre invité, bonjour Lucien. Je suis tout à fait d'accord, monsieur, avec votre analyse. En fait, si on regarde les choses factuellement, sans forcément prendre parti, mais quand même, la France, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 27e dans le poids des votes au Parlement européen. Aujourd'hui, on a une impossibilité d'évaluer, donc qui nous pose quand même beaucoup de problèmes sur notre compétitivité. On a les lois, d'ailleurs, j'ai retrouvé 80% de nos lois sont faites hors de France. Ça, les Français l'ignorent, puisqu'on ne leur en parle jamais. C'était d'ailleurs écrit dans le livre Le Grand Secret de Michel Barnier. Et donc ça, je pense que ça, si les Français avaient conscience de ça, ils se diraient « Ouh là là ». Vous dites, Julien, 80% des lois sont faites hors de France. Absolument, absolument. C'est écrit, c'est Michel Barnier qui l'avait écrit dans le livre Le Grand Secret. Et en fait, ça veut dire que tout est décidé au niveau de l'Union européenne sans le dire aux Français, puisqu'on n'invite jamais de souverainistes sur les médias. Vous avez remarqué, hein, André, vous le savez très bien, vous qui avez un œil avisé, vous avez toujours des gens qui finalement sont pour l'Union européenne, pour l'euro, pour l'OTAN, pour Schengen, qui ont donné leur quitus à Notre-Dame de Kiev, qui ont été pour les injections Covid. Enfin, ils sont d'accord en fait sur tout. Et le vrai problème, effectivement, par exemple, vous parliez tout à l'heure, monsieur, du droit d'asile, je crois, de l'immigration, c'est pareil, le regroupement familial, tous ces sujets de Schengen et de la CEDH sont en fait décidés par des juges dont on sait aujourd'hui qu'ils sont infiltrés par les ONG Soros, puisqu'il y a des juges qui sont infiltrés par cette ONG. Et puis aujourd'hui également avec l'OTAN, on est soumis en réalité notamment par notre guerre en Ukraine qui ne dit pas son nom, puisque je rappelle que M. Macron, qui viole la Constitution à peu près toutes les semaines, aurait dû convoquer l'Assemblée pour faire voter notre continuation ou pas dans ce combat. Vous vous rendez compte qu'à part 1 ou 2 hommes politiques sur la scène en France, personne ne demande des comptes sur Nord Stream qui a été détruit. Moi, je trouve ça personnellement assez hallucinant, alors que c'est un secret de polichinelle dans les chancelleries et que tout le monde sait en fait que les États-Unis sont derrière. Et enfin, Julien, c'est bien, mais revenons à votre question. Eh ben, j'en reviens à ça. Il faut vraiment que parce que tout ce que vous dites, ça a sens, mais en fait, si les Français veulent décider de leur retraite, de leur immigration, de leur service public et droit du travail, là, il va y avoir les européennes l'année prochaine. Il va bien falloir. C'était De Gaulle, et j'en termine par là. De Gaulle disait le vrai sujet, c'est la souveraineté nationale. Donc, comme vous l'avez dit, monsieur, et j'en termine là. En fait, M. Macron nous parle sans arrêt de souveraineté, mais en fait, il ne dit pas à l'astérix qu'il y a derrière, c'est souveraineté européenne, qui ne veut strictement rien dire. On ne peut pas décider. L'Union européenne n'est pas un pays, donc même s'il faut collaborer avec nos voisins, moi je trouve ça très bien, mais il ne peut pas y avoir. Les nations n'ont que des intérêts, n'ont pas d'amis. Donc à un moment donné, il faudra trancher. Merci Julien. Mais alors justement, est-ce que, honnêtement, qui tranche? On voit très bien, je crois que Julien a bien posé le problème, et après vous. On parle d'indépendance, de souveraineté, vous voulez la rétablir, mais est-ce qu'on peut le faire? Alors pour vous, Stéphane Scrovens, est-ce que ça signifie sortir de l'Union européenne? Est-ce que ça signifie Frexit ou c'est pas la peine? C'est vraiment, j'ai remarqué, il y a très très peu de gens, quelques hommes politiques sont pour le Frexit, les autres pas du tout. Moi j'ai pas d'avis sur la question, mais j'aimerais avoir le vôtre. Alors, je vais faire en 2 temps sur la situation, c'est-à-dire ce qu'on a devant nous en termes de personnel politique. Puis après, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, en l'occurrence, j'en profite pour remercier, parce que il fait partie de cette question de mais
qui agit sur le terrain dans une logique de retrouver notre indépendance, donc la capacité de se sentir décideur pour la population. Donc c'est vrai que le travail que moi j'ai été édité par Perspective Libre, donc je remercie vraiment. C'est pas un hasard que je souligne, c'est parce que en fait la capacité qu'on a à avoir un bouquin qui est édité, elle est très faible quand on est sur ces sujets-là. Elle est faible. Bien sûr. Enfin, elle existe. Elle existe, voilà, elle existe. Alors on peut le trouver sur cerclearistote.fr. On est d'accord. Et de toute façon, on encourage et si vous êtes là, c'est parce qu'on a aimé votre livre. Voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, je veux dire par là qu'en fait, quand vous regardez le paysage politique, syndicat parti, il n'y a pas. Vous avez des tout petits partis qui sont pas inexistants, mais qui ne se mettent pas en cohérence les uns les autres. Vous en avez une série qui vont de Philippot à Kuzmanovic, en passant par Nikonov, donc qui est très à gauche. Voilà, vous les avez gens qu'on aime bien, mais enfin, le poids électoral. Le poids électoral est inexistant. Voilà. Mais les gens sont intéressants. Mais vous, alors, je repose ma question, Stéphane Coven. Vous, personnellement, vous êtes pour le Frexit ou pas? Alors, moi, je suis... Aujourd'hui, dans la volonté d'indépendance et de libération. Moi, je suis pour sortir de ça. Parce qu'effectivement, oui, le Frexit me paraît être nécessaire. Après, ma position à moi n'est pas... comment je vais vous dire ça? Moi, je souhaite effectivement qu'on sorte. 1, de l'Union européenne. 2, de l'OTAN. 3, effectivement, des grandes instances internationales qui sont complètement dévoyées. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre en lien avec des gens qui ont... Je prends un exemple. Cheminade, Solidarité Progrès. Lui, il est pour sortir et renégocier pour re-rentrer. C'est pas forcément mon optique. Parce que la France est, à mon sens, un pays monde et non pas un pays strictement européen. Du fait même de sa population, il y a 2 millions de personnes qui sont à l'extérieur de la métropole. Et puis l'outre-mer, voilà, comme les Anglais, on pourrait même dire comme 2 autres, les Américains et les Chinois, nous on est un pays monde. C'est-à-dire qu'on est un pays qui, par nos liens... suivre l'exemple anglais, éventuellement. Oui, et qui, comme toujours, comme dans les années 30, ils sont sortis les premiers, avec les Japonais, ils sont sortis les premiers de l'étalon or, et c'est pas par hasard qu'ils se sont rétablis assez vite. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont très rapides à réagir, les Anglais. Alors là, ils se sont foutus dedans avec l'Ukraine, mais concrètement, l'idée de sortir était pas malsaine, en soi. Mais, donc nous, oui, sortir de tout ça, bien sûr. Après... moi, je souhaite pas re-rentrer dans un modèle à nouveau combiné, parce que je pense que c'est pas jouable. Je suis un peu sur la ligne de Todd. Je pense que on peut arriver peut-être à quelque chose de convergent avec des nations, mais imaginer un système uni me paraît d'abord trop éloigné des gens, forcément antidémocratique puisque trop grand, impérial. Et donc, pas sain. Moi, je peux travailler avec des gens comme ça, qui voudraient retourner. Stéphane Coven, on arrive à la fin de l'émission en une phrase. Oui. Et on a parlé, mais évidemment, on pourra en parler pendant des heures et on vous reviendrez. Mais en une phrase, alors on sort comment on revient à l'indépendance? Parce que vous dites vous-même qu'elle n'existe pas. Alors, comment dire, d'un point de vue, ici on est simple avec les outils classiques, on écoute par exemple l'UPR, c'est l'article 50, on écoute Nikonov, c'est niet, vous allez être flingué pendant 2 ans, donc il faut sortir unilatéralement, c'est la Convention de Vienne, 60, j'ai plus l'année, je crois que c'est 61, 62, bref, lui il veut sortir direct. Ça c'est 2 exemples typiques des outils qu'on peut avoir. D'un point de vue un peu, si on remonte, c'est comment on fait pour avoir la majorité, parce que c'est ça le problème, c'est ça. Or, là, actuellement, les partis sont divisés. Donc déjà, il faudrait qu'ils convergent. Et moi, c'est ce que je disais dans une radio l'autre jour. C'est-à-dire que là où on en est pour l'instant, il y a eu un vague rapprochement vers 2011. Depuis, rien du tout. Il y a eu, il y a 2 ans, une photo un peu... Ils étaient plusieurs sur un... Voilà, bon. Mais concrètement, on voit bien qu'ils n'agissent pas sur une convergence, sur quelque chose de collectif. Mais ça s'appelle le tout à l'ego, ça. Ouais, exactement. Mais c'est un classique qu'on avait pendant la guerre. Pendant la guerre, vous aviez le même problème. Sauf que pendant la guerre, vous aviez une convergence autour de De Gaulle. Ça, vous ne l'avez pas. Donc, De Gaulle revient, ils sont devenus mous. Voilà le problème. Merci beaucoup, chers auditeurs, vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Stéphane Coven pour son livre Petit manuel de libération et d'indépendance de la France. Tout de suite après les informations, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.